Why do I end up like this? Waiting by the phone like you'll call me again. I've been down low ever since, and I don't know how long it's been. Days pass by like it's hours. Bonjour, bienvenue sur l'heure d'éveil, c'est Corinne. Encore une fois, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast qui concerne aujourd'hui les flammes jumelles et que je vais intituler « Ne vous servez plus du lien de flammes jumelles pour vous sentir vivant ». Alors évidemment, je me sers de l'expérience que j'ai par rapport aux accompagnements et par rapport aux personnes qui viennent vers moi. Et je remarque que dans la majorité des cas, rester dans le lien vous rassure, vous motive, vous donne la sensation d'exister. Mais quand on regarde de plus près, c'est souvent l'inverse qui se produit. Vous vous éteignez tout doucement, votre vie vous semble étroite, vous n'êtes plus comme avant, vous avez du mal à vous ouvrir sur l'extérieur. Vous savez, c'est un petit peu comme le fumeur qui, en avalant sa dose de nicotine, pense aller mieux. La nicotine crée une accoutumance et une dépendance physique. Elle provoque un sentiment de bien-être ou un regain d'énergie temporaire. En agissant sur le cerveau, la nicotine dérègle le circuit neuronal de la récompense en faisant augmenter la libération de dopamine, ce qui déclenche un mieux-être sur la personne qui se sent plus alerte et plus calme. Eh bien, la personne qui est enfermée dans le concept flamme jumelle vit plus ou moins la même chose. En ayant sa dose de synchronicité, d'émotion, de questionnement, de recherche, de fascination, d'idéalisation, elle pense être dans un état de bien-être qui est pourtant illusoire et temporaire. En effet, très rapidement, elle retombe dans des périodes de souffrance, car la réalité la ramène à sa triste condition. L'autre n'est pas là, l'autre fuit, la relation est inexistante, et la personne prend parfois conscience qu'elle se raccroche à quelque chose d'irréel. Alors j'ai vraiment voulu essayer de comprendre ce qui pouvait déclencher justement ce mécanisme. En tout premier point, ce que j'ai remarqué, c'est que la perte de l'autre dans la relation déclenche un vrai traumatisme. Derrière ça, il y a réellement, je pense, la peur de la mort. Il y a aussi la peur qu'après, justement, après cette relation, ce soit le néant. Donc, pour ne pas mourir et pour rester vivant, la personne n'a pas d'autre choix que de maintenir le lien. Donc vous voyez à quel point la peur de perdre le lien vous renvoie en fait à cette peur du vide, à cette peur du néant, à la peur de la mort. Qu'est-ce qu'il y a après ça ? Vous avez vécu quelque chose de tellement fort, de tellement puissant à l'intérieur de vous, que tout d'un coup, si vous vous dites « j'arrête tout ça », je me retrouve mais complètement anéanti. Il n'y a plus rien dans ma vie qui va pouvoir me permettre de rester vivant. On le retrouve souvent. Et d'ailleurs, ça, je le remarque notamment pour les personnes qui sont déjà en relation, qui sont déjà dans un couple depuis pas mal d'années et qui vivent un peu cette histoire à côté, une histoire un peu hors norme. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que dans la relation de couple existante, c'est un peu comme si la personne n'avait plus vraiment, on va dire, de motivation. La relation n'est plus très vivante, c'est bien ça qui se passe. Et donc, le fait d'avoir cette autre histoire dans la tête permet à la personne de se sentir vivante. Voilà, donc ça, c'était un premier point. Il y a un deuxième point important, c'est que les non-réponses et l'absence d'explication vous obligent à rester attaché à la personne. Et ça, c'est une des plus grandes souffrances témoignées sur ce type de parcours hors norme. Encore une fois, si la personne vous expliquait concrètement et clairement pourquoi elle ne s'investit pas, pourquoi elle fuit, le problème serait réglé. Vous passeriez certainement à autre chose. Or, l'absence totale d'information vous empêche de vous détacher de cette personne. Vous êtes dans le néant, encore une fois, et le néant fait peur. Vous préférez vous attacher à quelque chose de toxique plutôt que de rester dans cette indifférence extrêmement souffrante. Il faut faire attention de ne pas justement vouloir absolument s'attendre à des excuses de la part de l'autre, à une communication sincère, à des explications pragmatiques.
L'autre ne sera peut-être jamais prêt à cela. Alors ne restez pas dans cette attente, certes légitime, mais qui n'est pas inéluctable. Malheureusement, il se peut que ces réponses n'arrivent jamais. D'ailleurs, ce point est essentiel car lorsque dans certains cas la personne obtient des explications, parfois même des excuses, alors, soudainement, l'obsession et la souffrance s'arrêtent. C'est vraiment évident, moi je le constate souvent. C'est comme si, tout d'un coup, le deuil pouvait être fait, le deuil de cette relation, de ce lien. Ensuite, il y a un troisième point. Penser que l'autre va changer alors qu'il n'y est pas engagé, cela vous maintient aussi dans le lien et c'est encore une souffrance. Ça, c'est encore trop souvent une fausse croyance véhiculée par le concept flamme jumelle qui dit que forcément, la personne fuyante fait son chemin et à un moment donné, elle prendra conscience du lien et reviendra. Parfois, vous êtes en mode sauveur et vous avez envie de régler les problèmes de l'autre. Mais il faut comprendre que plus vous réglez les problèmes des autres, plus vous vous éloignez d'eux. Cette posture du sauveur, elle n'est jamais une bonne chose car vous forcez quelqu'un à changer. Or, si une personne doit changer, cela doit toujours venir d'elle. On ne peut pas forcer ce processus. Et souvent, votre désir de vouloir sauver une personne émane de vos propres peurs, de vos propres blessures non résolues et non guéries. Alors, si vous vous inquiétez encore pour l'autre, si vous essayez de savoir où il en est, est-ce qu'il avance, c'est que vous n'avez pas encore réussi à vous détacher. Il y a aussi un quatrième point, c'est que vous comparer aux autres vous empêche de sortir de ce lien. En restant connecté à l'égrégore flamme jumelle, vous vous comparez à un collectif qui raconte une histoire plus ou moins formatée et qui devrait correspondre à l'ensemble du collectif. N'oubliez pas que vous êtes unique et que votre histoire est unique aussi. Pourquoi voulez-vous la comparer aux autres, votre histoire ? Pourquoi voulez-vous la faire entrer dans un schéma stéréotypé ? Aucune comparaison ne vous aidera à aller de l'avant. Au contraire. Certaines personnes ayant vécu cette rencontre hors norme, puis la séparation, en n'ayant aucune connaissance du concept, arrivent à aller de l'avant. Puis tout d'un coup, elles prennent conscience ou connaissance du concept et là, c'est parfois la descente aux enfers. Le premier effet semble positif, vous trouvez enfin une explication à cette histoire abracadabrante, mais le deuxième effet est rapidement très négatif. Vous commencez à vouloir entrer dans le moule du concept et c'est le début de l'engrenage. Et ça, je peux vous dire que moi j'ai eu des témoignages en ce sens, même des personnes qui n'avaient pas du tout connaissance de ce concept et puis tout d'un coup, un thérapeute commence à leur dire « vous êtes flamme jumelle ». Donc moi, je fais vraiment attention à ça dans l'accompagnement parce que j'ai des cas aussi, moi, où des personnes arrivent vers moi, ne connaissent pas le concept, ça s'inscrit plus ou moins là-dedans, parce qu'on voit bien que c'est une rencontre hors norme, bouleversante, etc. Et finissent par tomber sur des vidéos, etc. Et moi, je leur dis attention, non, ne rentrez pas là-dedans. Vraiment, ne rentrez pas. Mais c'est difficile de sortir les gens. Et ça m'amène justement au cinquième point. Et ce cinquième point, c'est quoi ? C'est que trouver une issue logique à votre histoire vous maintient de manière encore une fois illusoire dans ce lien. Comme dans cette histoire hors norme, vous ne comprenez pas bien ce qui se passe, cette histoire ne suit pas la logique de vos expériences précédentes, eh bien vous avez besoin de rationaliser la suite et donc de construire une fin logique à cette relation. C'est humain, notre cerveau cherche toujours à trouver du sens à tout ce que nous vivons. Or, parfois, il n'y a aucun sens logique. Il est impossible pour vous d'imaginer qu'une telle relation, idyllique au départ, puisse s'arrêter brusquement sans suite logique. C'est irrationnel. Et je vous comprends. Je vous comprends tout à fait. Et comme vous ne pouvez pas justement y mettre une fin rationnelle, eh bien le concept flamme jumelle sera une aubaine. Il va vous donner toutes les réponses que vous n'avez pas. Alors je vais vous donner justement quelques exemples. Souvent on entend l'autre n'est pas dans la relation car il n'est pas prêt, il doit cheminer. Mais est-ce que la réalité, ce n'est pas que l'autre n'est pas dans la relation car il n'a pas envie d'y être ? Autre exemple, on entend souvent « l'autre fuit parce que l'amour est trop puissant ». Mais est-ce que la réalité, ce n'est pas que l'autre fuit parce qu'il n'est pas capable de vivre cet amour et n'a pas envie de vivre une telle relation ? On entend aussi « l'autre ne donne aucune explication car il laisse une porte ouverte ».
Mais finalement, dans la réalité, est-ce que l'autre n'est pas immature émotionnellement ? Et peut-être qu'il n'est pas capable d'expliquer ses agissements. Autre exemple, souvent on dit que l'autre est dans le déni du lien et de l'amour qu'il éprouve. Mais dans la réalité, peut-être que l'autre ne met pas cette relation dans ses priorités et il ne voit pas d'intérêt à expliquer pourquoi il est parti. Enfin, on entend aussi « l'autre ne répond jamais et reste dans des silences interminables car vous n'avez pas assez travaillé sur vous ». Mais est-ce que la réalité, ce n'est pas que l'autre est peut-être passé à autre chose ? Ou alors, pour lui, rester dans ce lien le fait souffrir, plus qu'autre chose ? Ou alors, s'il agit encore une fois de cette façon, c'est peut-être que c'est une personne immature émotionnellement et il ne voit pas combien il met l'autre personne en souffrance, dans son indifférence la plus totale. Encore une fois, pour moi, ce type de rencontre est une réelle opportunité d'évoluer, et notamment spirituellement. Mais attention de ne pas tomber dans le piège de trouver une explication spirituelle à quelque chose qui finalement n'est pas réellement vécu. Parce que l'histoire est irrationnelle, on a envie de lui donner un sens également irrationnel, donc spirituel. Toute histoire a un sens spirituel puisque toute expérience vécue est une opportunité à évoluer, à nous rapprocher de notre être véritable. Mais on ne doit pas donner un sens spirituel à quelque chose qui fait souffrir sur le long terme, qui nous fait stagner, qui nous enferme, qui nous laisse focaliser sur un seul objectif, une seule personne, une voie sans issue. Non, je vous dis vraiment non. La spiritualité est aussi une expérience incarnée qui nous emmène sur un chemin d'ouverture et surtout pas sur une voie enfermante. L'amour non partagé n'est pas une expérience d'amour sacré, je vous le dis. Cela peut être une expérience d'amour inconditionnel en revanche, mais si vous arrivez à vous détacher de l'autre, à l'aimer même si lui ne veut pas de cette relation. En restant focalisé sur lui, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Vous aimez l'autre dans l'attente d'un retour pour vous-même. J'ai vraiment un grand conseil à vous donner. Si vous n'avez pas eu d'explication, si vous n'avez pas trouvé de fin logique dans cette histoire, votre seule façon de pouvoir la clôturer, cette histoire, c'est vous qui allez la définir. La seule fin possible de cette histoire, c'est vous qui allez l'écrire. Et c'est cela qui vous permettra enfin de passer à autre chose et enfin de vous sentir vivant, mais pour de vrai cette fois-ci. Je vais pour finir vous donner une image qui vous permettra peut-être de mieux comprendre et de vous expliquer réellement dans quelle situation vous êtes. C'est très imagé, mais ça permet parfois de mieux intégrer la réalité des choses. Imaginez cette personne que vous n'arrivez pas à oublier, à qui vous restez attaché, peut-être dans une forme d'obsession et d'idéalisation. Imaginez que cette personne regarde l'horizon. Vous êtes derrière elle, peut-être à 50 mètres. Elle vous tourne le dos et vous regardez dans sa direction. Vous ne regardez pas l'horizon, vous regardez son dos. Vous aimez tellement cette personne que vous n'avez qu'une seule envie, qu'elle finisse par se retourner et vous regardez aussi. Mais cela n'arrive jamais. Parfois, vous avancez de quelques pas et sans comprendre pourquoi, l'autre avance aussi sans se retourner. Parfois, l'autre n'avance pas. Vous semblez vous rapprocher, c'est vrai. Cela vous procure de la joie. Mais l'autre ne se retourne toujours pas. Alors, malgré la distance qui a diminué, vous vous sentez toujours triste. Parfois, vous l'interpellez l'autre, vous criez son nom, mais il ne se retourne toujours pas et ne dit rien. Il reste tourné vers l'horizon. Le temps passe et votre humeur s'en trouve très affectée. Vous ne comprenez pas pourquoi l'autre ne vous répond jamais, pourquoi il ne se retourne jamais. Vous savez au fond de vous que si vous changiez de quelques degrés votre position, vous pourriez voir d'autres personnes, mais vous avez peur. Et si l'autre finissait par se retourner juste au moment où je change mon regard de vue ? Et si en me tournant, il n'y avait personne ? Alors vous restez toujours focalisé sur le dos de l'autre, qui reste indifférent à vos agissements. Cela peut durer des mois, des années. Croyez-vous que cette personne en face de vous resterait ainsi, de dos, à distance, si elle vous aimait réellement, sincèrement ? Au pire, elle se retournerait, tout en restant à distance, et vous expliquerait pourquoi elle n'est pas prête à revenir tout près de vous. Mais au moins, elle vous donnerait une raison valable, et peut-être qu'elle vous enverrait un sourire, et vous souhaiterait bonne route. Et vous pourriez alors facilement changer de direction,
et vous ouvrir à nouveau à la vie. Mais actuellement, cette personne a toujours le dos tourné et elle n'a aucune envie de se retourner vers vous. Alors maintenant, c'est à vous d'agir. C'est à vous de décider une fois pour toutes de ne pas laisser le pouvoir à l'autre. C'est à vous d'arrêter de fixer son dos et d'aller explorer les alentours. Oui, vous allez peut-être passer un sale quart d'heure, mais cela ne durera pas. Enfin, vous pourrez à nouveau vivre, découvrir de nouveaux horizons, faire de nouvelles rencontres. Aucune raison valable vous impose de fixer le dos de cette personne. Seul, votre mental ego vous inflige cette punition. Jamais votre âme ne vous imposera un tel supplice. Au contraire, si vous l'écoutez, votre âme, elle vous souffle ceci. Ne détruis pas l'amour que tu ressens pour cette personne, mais exprime-le autour de toi. L'amour est bien trop précieux pour ne le vibrer que pour une seule personne qui, en plus, n'est pas prête à l'accueillir. Votre âme vous souffle depuis le début de votre souffrance de regarder ailleurs. Jamais elle ne vous a imposé un seul chemin. L'âme voit grand, l'ego voit petit. L'ego attend des explications, l'âme n'en attend pas. L'ego se limite, l'âme s'expand. Alors n'hésitez plus, faites juste un tout petit pas, un pas de côté, et soudainement vous ne verrez plus le dos de l'autre. Mais enfin, vous aussi, vous verrez l'horizon. Votre vision s'élargira enfin, et vous finirez par accepter que l'autre avait raison. Parce qu'il lui était impossible de revenir vers vous, il n'a pas eu peur de scruter l'horizon. Il n'a pas eu peur de voir plus grand, de voir ailleurs. Vous aussi, tout comme l'autre, vous en êtes capable. Et quand vous aurez fait ce pas de côté, ce tout petit pas de côté, la vie vous apportera forcément un cadeau. À bientôt. Why do I end up like this? Waiting by the phone like you'll call me again. I've been down low ever since, and I don't know how long it's been. Days pass by like it's hours,